Bonjour les amis, nous sommes le mardi 12 mai 2020, deuxième jour de confinement, et aujourd'hui j'avais envie d'interviewer un pharmacien pour nous parler un petit peu de choses et d'autres, toujours en relation avec la pandémie et plus. Je suis content On ne peut d'inviter. plus là, de la pandémie. Donc, ça me sort par le. Il y a tellement de conneries qui ont été dites et avec les mêmes croque-morts qui passent à la télévision que là, j'en peux plus. Là. C'est tout, on va en sortir. Il faut arrêter de paniquer. Mais bon, on est en train de travailler le prochain vaccin qu'on nous amène sur un plateau. Ah, alors, c'est monsieur Serge Rader, pharmacien. Présente-toi en 2 minutes. Serge Rader, retraité depuis 18 mois. Et donc, beaucoup de temps, comme tout le monde d'ailleurs avec le confinement, pour continuer à approfondir, puisque je travaille cette problématique des vaccins, que je ne connaissais pas, puisque comme tous les pharmaciens, les médecins et les pédiatres, on n'a aucune formation en vaccinologie. Et on connaît un calendrier vaccinal et on applique des consignes. Et donc, il y a 7 ans, ayant été touché de près par des effets secondaires de vaccins, je me suis intéressé à la question. Depuis 7 ans, j'ai mis un pied dedans, je ne suis plus ressorti, j'ai mis les deux dedans et maintenant je suis noyé jusqu'au cou. Et j'en peux plus, quoi. J'en peux plus d'entendre les mensonges de ces soi-disant professeurs corrompus qui ne travaillent que pour le lobby pharmaceutique. Et on entend que cela d'ailleurs, ils défilent à la télé tous les jours, qui se suivent, hein, comme le docteur Gérard Cohen, pédiatre en chef d'Infovac, qui distribue ses conseils à qui veut l'entendre, alors que ce type-là est subventionné par. Le problème, il est là, c'est un très gros conflit entre ces gens-là qui ont fait leur carrière avec les microbes et les vaccins, et donc si on leur retire leur sujet de prédilection, c'est clair, ils sont au chômage. Donc voilà où on en est. Donc on a des politiciens qui sont totalement manipulés, qui édictent des directives à la population sous l'influence de ces gens-là, avec des institutions qui sont totalement infiltrées par le lobby pharmaceutique, et on nous cache beaucoup de choses. Bon, mais là, ça commence, le mur commence à s'effriter quelque peu, parce que quand je vois la somme astronomique de gens qui m'appellent en privé pour me demander, écoutez, ça va pas, 11 vaccins, ceci, des effets secondaires, l'autisme, l'aluminium des vaccins, qui sont des doses tout à fait toxiques. Quand Mme Buzyn dit à l'Assemblée nationale que l'aluminium, toutes les études démontrent qu'il n'est pas toxique, Mme Buzyn, elle se fout de la gueule du monde, parce qu'il y a eu une seule étude de fait, qui est l'étude de Mictus, qui a été faite sur 2 lapins, dont on a fait disparaître les membres. Hein, on est tranquille avec ça. Par contre, des publications qui montrent la neurotoxicité de l'aluminium, ils sont pléthores, mais personne ne veut y regarder. D'ailleurs, c'est bien simple, la directrice mondiale des excipients de chez Glaxo, qui s'appelle Madame Garçon, je crois, Nathalie de son prénom, a donné dans une conférence de presse que s'il fallait que les vaccins obtiennent une AMM avec l'excipient aluminium, eh bien aujourd'hui, ils ne l'obtiendraient pas. C'est clair, ça. Justement, on a vu pendant cette pandémie qu'on prenait beaucoup soin de nous, vu qu'on est encore en train de faire des études sur les effets secondaires de l'hydroxychloroquine concernant le coronavirus. On a aussi vu qu'aux États-Unis, Robert Kennedy Jr. a fait condamner les fabricants de vaccins car ils étaient incapables de prouver les essais qu'ils avaient faits. Qu'en est-il en France? Est-ce qu'on prend soin de nous et que ces vaccins, est-ce qu'on a fait des essais randomisés, en placebo, double aveugle sur les vaccins? Bon, le procès gagné aux États-Unis, ça remonte à 18 mois. Le problème, c'est que les labos font ce qu'ils veulent. Ils ont un tel pouvoir que ça fait 32 ans qu'ils ne rendent aucun compte sur la sécurité des vaccins. Et puis là, on s'alarme en disant, mince, on n'a pas d'études sur la sécurité des vaccins, etc. Bon, c'est pas pour ça qu'on les oblige. Hein. Il y a un expert du CDC qui s'appelle William Thompson, qui a démontré la corrélation entre le vaccin ROR, rougeole, oreillon, rubéole, et l'autisme.
j'ai ses aveux par écrit. Le Bill Posey, député de Floride, a demandé une commission d'enquête au Congrès. Elle ne vient pas. Donc, ils sont très puissants, très puissants. Ils ont beaucoup d'argent. Hein. Ils sont même avec Bill Gates, qui rentre dans le jeu mondial, hein, pour vacciner la Terre entière, parce qu'ils sont en manque de créativité. On ne trouve plus de nouveaux médicaments, à part les faux nouveaux médicaments très chers et très toxiques dans le cancer. Ben, aujourd'hui, le champ d'action, l'autoroute, c'est les vaccins, hein, avec un chiffre d'affaires qui doit se situer pas loin de 50 milliards. De toute façon, il faut se dire que pour les vaccins, les études de tolérance, notamment, ne sont pas faites. Les études de pharmacocinétique ne sont pas faites non plus. De mutagénèse, hein, c'est-à-dire de cancérogénèse, de tératogénèse, de toxicité sur le fœtus, parce que maintenant on vaccine aussi les femmes enceintes, ce qui est complètement dingue, ne sont pas faites. Donc en fait, on travaille sur des pratiques médicales. Hein. On a multiplié le nombre des vaccins. D'ailleurs, le nombre des effets secondaires des vaccins a démarré avec l'amplification du calendrier vaccinal avec des vaccins polyvalents. Donc ça remonte à la fin des années 80. Et ça correspond justement à l'explosion des maladies chez l'enfant, des cancers, des maladies auto-immunes, de l'autisme qui explose. Moi, quand j'ai fait mes études dans les années 70, on l'évoquait même pas sur les bancs des facultés. Et aujourd'hui, c'est plus d'un enfant sur 100 qui devient autiste. Ça devient complètement fou. Et personne ne veut rentrer dans cette problématique qui sont les effets secondaires des vaccins, qui se comptent par dizaines de milliers et qui ne sont pas recensés par les institutions. Il y a un refus, il y a un déni de remettre en cause ce protocole. Celui qui commence à critiquer et à prononcer le non-vaccin, eh bien, il subit la vindicte. Alors, la vindicte, c'est tout, hein, c'est l'extrémisme, c'est l'anti-vax. Alors ça, c'est l'accusation qui t'emmène au bûcher, hein, comme si je pouvais être anti-vax après avoir vendu des vaccins toute ma vie. Et quand je rentre, et ça fait 7 ans hein, que je suis sur le sujet, quand même à temps complet, c'est-à-dire je passe mes journées et toutes mes semaines, etc., à étudier l'épidémiologie des maladies, etc., depuis la variole jusqu'aux maladies. J'ai été chercher, fouiner tous les effets secondaires, toutes les études épidémiologiques. J'ai fait le tour. Et j'en suis à 7 ans. Et tous les jours, j'apprends des scandales. Le dernier en date, qui a été publié récemment dans Nature Research, où Christopher Exley, qui est le grand expert mondial de l'aluminium, qui a été mené par lui et par une de ses collaboratrices qui s'appelle Elizabeth Clarkson, où on trouve, par exemple, pour l'aluminium, des doses par tissu sec. Hein. Donc, ils ont analysé les cerveaux. Alors, les parties temporales, pariétales, ils ont découpé ça. Ils ont fait 191 coupes. Je ne sais pas, c'est énorme. Hein. Et donc, on trouve entre de 1 microgramme par gramme de produit sec jusqu'à plus de 3 microgrammes. Et donc, pour en revenir, là, j'ai dévié un petit peu sur l'aluminium, mais donc pour en revenir à cette problématique de l'aluminium, on retrouve de l'aluminium dans les cellules tumorales du sein de jeunes femmes. On ne met plus des femmes, on ne met plus d'aluminium dans les déodorants. Il n'y a plus d'aluminium dans les vaccins animaux. D'ailleurs, la dernière étude qu'on a refusé de publier, alors que ce chercheur vétérinaire de l'université de Saragosse avait plus de 55 publications à son actif, et là, il a démontré sur des cheptels de moutons qu'ils devenaient complètement dingues, qu'ils en mouraient, etc., avec vraiment des protocoles. C'est là où je voulais en venir, et l'idée me revient, c'est qu'en fait, chaque vaccin qui sort, il n'est pas étudié par rapport à un placebo, c'est-à-dire on fait des groupes de gens qui reçoivent un vaccin et des groupes qui n'en reçoivent pas. Et puis ensuite, on les analyse sur le long terme. Alors, il faut que plus les échantillons sont énormes, parce que si on fait des échantillons de 40 personnes et tout, c'est clair que lorsqu'on trouvera, c'est pas extrapolable. Donc, il faut d'énormes échantillons de population. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on sort des vaccins comme le ROR, sans test,
avec des monographies de chaque vaccin, on les met ensemble, et puis ensuite, eh bien, les essais se font sur le terrain. Après l'obtention de l'AMM, et puis ce sont les populations qui servent de cobayes. Donc, un vaccin est comparé par un autre vaccin. Par exemple, le vaccin Prevnar, hein, celui pour les affections à pneumocoque, eh bien, a été testé par rapport au vaccin de la méningite, et ainsi de suite. Le vaccin Gardasil, par exemple, n'a pas été testé contre une seringue de sérum physiologique, mais a été testé avec toute la formule chimique du vaccin, sauf les antigènes. Donc on ne peut pas obtenir de résultats. Et comme personne n'a intérêt à les obtenir, parce que bien sûr, ça mettrait à mal toute cette politique de vaccins qui n'a pas lieu d'être, puisqu'on sait très bien que c'est le lobby Bill Gates en tête qui est devenu aujourd'hui le premier financeur de l'OMS. L'OMS, qui est l'organisme mondial qui s'occupe de la vaccination avec tous les scandales à la clé, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique. Enfin, Bill Gates est un criminel. Il a des enfants, la mort d'enfants sur le dos. Donc, ce type-là finance tout, finance les programmes justement de ce futur vaccin, où il y en a aujourd'hui, j'en ai compté 84. Donc, tout le monde travaille sur les vaccins pour nous apporter un remède, alors qu'il y a un traitement, notamment le traitement de Raoult, mais pas que. Et on veut arriver à vacciner la Terre entière. 7 milliards d'individus à vacciner, c'est un marché colossal. Sous prétexte de philanthropie, en plus. C'est ça qui est terrible. Oui, oui, oui. Et alors, racontez-nous un petit peu, quand on analyse dans les vaccins, qu'est-ce qu'on trouve? Dans les vaccins, déjà, les compositions posent problème. Hein. On trouve souvent du formol, qui est un produit classé cancérigène par le CIR, qui est l'organisme qui s'occupe de ça à l'Agence du médicament européenne. On trouve, par exemple, aussi du 2-phénoxyéthanol, qui est un perturbateur endocrinien. Donc, tout ça, ce sont des produits qui sont peut-être en petite quantité, mais qui agissent. Hein. Le microgramme, ça agit comme perturbateur endocrinien. Puis on trouve divers composés, on trouve du glutamate, on trouve du sorbitol à des 15 mg par dose, on trouve du phénol, on trouve enfin plein de produits toxiques d'ailleurs. C'est clair, la commission d'enquête italienne qui a rendu ses résultats en février il y a 2 ans appelle non seulement à diminuer le nombre de vaccins, le nombre de valences vaccinales à faire dans une seule séance, hein, puisqu'ils ont un très gros problème que j'ai voulu évoquer lors de la venue de cette ministre corrompue, Lorenzin, en Italie, lorsqu'elle est venue aux 2e assises du vaccin chez Pasteur, et on m'a interdit l'entrée. Bon, c'est pas la place qui manquait. Ils ont un superbe amphithéâtre de 500 places et pour 250 invités. On ne m'a pas laissé rentrer. Je voulais poser la question des 7000 militaires italiens qui ont été diagnostiqués cancéreux. Alors, leucémie, Hodgkin, blastome, lymphome, etc., dont plus d'1 millier sont déjà décédés. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu une commission d'enquête, d'ailleurs, qui a conclu que la responsabilité en revenait au polyvaccin. C'était cette fameuse commission sur l'uranium appauvri. Et ils pensaient qu'ils avaient été contaminés par des nanoparticules des suites des explosions, parce qu'on utilise des obus maintenant avec de l'uranium appauvri pour percer les carlinnes des chats. Et en fait, les enquêtes qui ont été menées à l'étranger, aussi bien au Kosovo qu'en Afghanistan, sur les théâtres d'opérations militaires, on n'a rien retrouvé. Et en plus, 80% de ces militaires n'étaient jamais sortis du territoire italien. Donc, il y a cette commission d'enquête, on a conclu que c'était les vaccins. Et d'ailleurs, j'ai des amis scientifiques italiens qui sont en train d'étudier quelles sont les séries qui ont développé le plus facilement ces phénomènes. Et en fait, là, j'ai un premier résultat qui m'a été donné, et c'était la série ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, avec le vaccin Tifim pour le typhus. Donc là, bon, ils sont en train parce qu'il faut des fonds, etc. Tout ça se fait avec des fonds privés, alors que c'est le rôle de l'État. Et donc, la commission d'enquête a dit qu'il fallait
déjà diminuer le nombre de vaccins faits dans une séance, hein, pour des militaires, hein, en fixant un maximum de 5. Là, pour les enfants, on en est à 6, plus le Prevnar. Hein. Ça fait déjà 7. Et ça fait 22 antigènes injectés en même temps, à 2 mois, pour un bébé de 5 kilos, quand on voit les militaires de carrière qui sont quand même des athlètes. Et donc, ils ont demandé à faire des tests de tolérance sur tous les composants déclarés, parce qu'il y a les déclarés, il y a les non déclarés. Par exemple, on utilise toujours le mercurocholate pour la conservation dit sur l'étagère, sur le long terme du vaccin. Bon, on en retrouve, mais par contre, ils ont, comme c'est sous forme de traces, enfin de traces, moi je veux bien, mais lorsqu'on trouve jusqu'à 12 voire 50 microgrammes par vaccin, c'est plus des traces. Et là, j'ai eu confirmation par Sanofi qui m'a rappelé. Donc, ils m'ont bien confirmé l'utilisation du mercurocholate, toujours aujourd'hui, pour la valence coqueluche dans les vaccins. Et ils en sont restés là. Alors, comme j'ai reçu des analyses qu'on a fait faire en Allemagne, il se trouve que dans les vaccins anti-grippe, il y a aussi du mercure. Et donc, j'ai posé la question où on trouve quand même des 8, 9, 10, 46, etc., dans plusieurs vaccins. Et donc, on devait me rappeler. Et là, on ne m'a jamais rappelé. Donc, au bout de 3 semaines, j'ai relancé. Et là encore, on me fait des promesses et on ne me répond toujours pas. Donc maintenant, je livre les informations parce qu'il y en a marre de mentir. Les gens ont le droit de savoir. Ont le droit, devraient avoir le libre choix de vacciner ou pas, en fonction des risques, parce qu'on instille une peur généralisée comme qui n'a pas lieu d'être. Qui n'a pas lieu d'être. Hein. Vous savez, j'ai regardé les chiffres là hier soir, on est à 270 000 morts mondiaux, qu'il faut encore prouver, parce que les tests, c'est pas clair. Hein. Donc 270 000 morts. Moi, j'étais en pension au lycée, en classe de première en 68, lorsqu'il y a eu cette fameuse épidémie de grippe de Hong Kong. Bien. Cette grippe de Hong Kong, eh bien, c'était 1 million de morts à l'échelle mondiale, toujours d'après les autorités, mais enfin, à l'époque, l'OMS, etc., avait une certaine éthique qu'elle n'a plus aujourd'hui, puisqu'elle est financée à 80% par des capitaux pharmaceutiques, etc. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'éthique du tout. C'est un grand business. Et donc, cette grippe de Hong Kong, 1 million de morts en France, d'après les données, il y a eu 31 000 morts en 2 mois. Et pour la grippe asiatique de 57, c'était 2 millions. Donc, et puis, les médias n'en parlaient même pas. Or aujourd'hui, vous avez Jérôme Salomon, le croque-mort de service, qui fait son compte-rendu de mort, alors qu'ils n'ont pas du tout comptabilisé les EHPAD pendant 2 mois, ils n'ont pas fourni des produits de traitement. Ces personnes âgées étaient refusées dans les centres d'urgence des hôpitaux de proximité. Enfin bref, et en plus, ils ont sorti un décret prescrivant le Rivotril pour les soulager encore plus. Donc, ils étaient en difficulté respiratoire, et ben, on les a achevés avec. C'est hallucinant. Là, il y a des comptes, la justice doit passer, là, c'est pas possible. Ou alors, on est dans une république bananière. C'est comme les mensonges proférés par ces soi-disant spécialistes qui passent tous les jours à la télévision, ou Madame Buzyn qui dit « Ah non, non, mais l'aluminium n'est pas toxique ». Alors qu'on a toutes les preuves pour démontrer qu'il est toxique. D'ailleurs, on le retire même des déodorants et des vaccins. J'ai fait analyser 3 vaccins vétérinaires où on ne trouve pas, sans aluminium, où on ne trouve pas parce qu'on trouve aussi des choses que l'AMM ne donne pas. Alors, on dit qu'ils ont des traces, par exemple, de néomycine, de kanamycine, de chloramphénicol, enfin d'antibiotiques, toujours pour conserver. Et par contre, là, pour le mercure, rien. Pour les nanoparticules, rien. Donc j'ai déposé des plaintes, mais des plaintes qui ne sont pas instruites. Et suite à mon dernier livre, parce que je suis en train d'écrire la suite de ce livre, pour évoquer tout ce qui s'est passé depuis la commission italienne, parce que les Italiens, le gouvernement n'ayant pas suivi les directives de cette commission d'enquête, donc qui étaient des tests de tolérance, de suivre les malades une fois vaccinés, choses qui ne sont jamais faites, notamment en Afrique. C'est hallucinant. On pourra en parler d'ailleurs si on a le temps, des exactions de Bill Gates en Afrique, c'est colossal. Il a même financé une étude sur le palu où il y a eu plus de 150 enfants qui sont décédés. Enfin, bref.
Et puis il a soudoyé le comité des vaccinations indien. Il a mis, je crois, 450 millions sur la table pour prendre possession du MIATI, qui est le comité. Il a éjecté un de mes amis indiens avec qui j'entretiens des relations étroites, notamment sur les vaccins et sur les effets secondaires, notamment avec les vaccins hexavalents. Et donc, c'est hallucinant, quoi. C'est avec des milliers de tests sur 5000 enfants où un millier reste paralysé. Et tout ça, les médias, c'est la désinformation totale. On ne veut pas. J'ai fait une émission enregistrée au mois de juillet dernière qui est passée au mois de novembre. 3 heures d'interview ici, à mon domicile, non-stop. Non-stop. J'ai pas dû passer une minute. Et alors qu'il y avait, j'ai donné sur la rougeole, surtout, j'ai donné tous les éléments pour faire une véritable. Le titre, c'était la transparence sur les vaccins. Et l'émission était présentée par Marina Carrère-Bancos. Ils ont tous les éléments pour faire une véritable émission de la transparence. Rien n'a transparent. C'est hallucinant. Donc, des ordres, je sais que des ordres sont donnés dans les rédactions pour ne pas évoquer cette problématique vaccinale, alors que les vaccins polyvalents d'aujourd'hui, mais ce sont des listings qui sont même émis par l'OMS. Émis par l'OMS, voilà. Ça, c'est le listing des effets collatéraux. En gros, c'est 150 maladies qui sont dues au vaccin. En maladies chroniques, c'est colossal. Alors, cancer, maladies auto-immunes, autisme, etc. Et qu'on nous nie cela, alors que les chefs de service de mes amis qui s'occupent, par exemple, de centres de sclérose en plaques, etc., où 15% des malades ont été prouvés que c'était le vaccin, et tout le monde se tait à cause de la police, de notre police politique professionnelle qui sont l'ordre des pharmaciens. Surtout pas de critique. Donc, on est dans un système où, vous savez, quand les protocoles médicaux, on n'a plus le droit d'en parler, c'est la régression. Or, qui aurait osé critiquer la saignée des médecins de Molière? Il y a encore 30 ans, 40 ans, on opérait systématiquement des amygdales ou de l'appendice. Aujourd'hui, ce sont des pratiques qu'on ne fait plus. Donc, ce qui était vrai hier ne l'est plus aujourd'hui. Et tout ce qu'on suppose d'être vrai parce qu'il y a le fric à la clé, on retrouve les mêmes problématiques avec la 5G, la même problématique avec les pesticides. Tiens, pesticides, on va reprendre le sujet, qu'on trouve dans les vaccins. Donc, cette commission d'enquête n'ayant rien donné, eh bien, une grosse association vénitienne qui s'appelle le Corvelva a engagé des recherches auprès de laboratoires très pointus dans les techniques, parce que quand je vois les équipements de l'Agence du médicament française, les bras m'en tombent. Et surtout, ils ne veulent pas, il y a un déni. Donc, on va parler peut-être un petit peu des plaintes que j'ai déposées et de la non-instruction de ces plaintes. Donc c'est hallucinant. C'est hallucinant. On veut pas attaquer la question à cause de l'argent qu'il y a derrière. Le pesticide, regardez le président Macron qui a repoussé au calendrier grec l'usage du glyphosate, qui est un problème mineur parce que des pesticides, il y en a un millier. Donc en fait, il faut prôner aujourd'hui, c'est la disparition totale des pesticides et c'est possible puisqu'il y a là, le monde paysan développe. Mais bon, il est vrai que le monde agricole est tenu par les gros exploitants et qu'on n'en sort pas. Donc, tant qu'on n'aura pas des gens un peu plus clean, des vrais politiciens qui défendent l'intérêt des populations et surtout de la santé, attendez, l'unique cas d'autisme, où est-ce qu'on va? Alors, on va dans le mur. Quand on voit le coût que ça coûte pour la collectivité. Et toujours plus, là, même en période de confinement, etc. Surtout, ne pas remettre au lendemain ces vaccinations, 11 vaccins complètement débiles, avec des. Alors, pour continuer la composition des vaccins, alors j'en oublie, je n'ai pas toute la liste en tête, mais donc on en a cité quelques-uns, les conservateurs, etc. Et le suivi, il n'y a pas de suivi. Lorsqu'on suit un vaccin, qu'on fait un test, on regarde les quelques jours suivants. Or, les effets secondaires peuvent apparaître tout de suite dans les 24 heures, comme les 6 morts subites du nourrisson après le vaccin Exavac, ce vaccin qui a été supprimé en septembre 2005 et qui est réapparu avec un autre nom.
Hein, ça fait comme le RER lorsqu'il est sorti, avec deux noms au Canada, puis au Brésil, etc. Il faut voir le film Vacced. Il faut que les gens visionnent absolument ce film Vacced. Il y a deux numéros, hein, numéro 1 numéro 2. Numéro 2, c'est toutes les malades, les victimes des vaccins. Numéro 1 explique clairement la corrélation entre les deux et la tricherie du CDC américain. Par notamment Gerberding, Julia Gerberding, qui était à l'époque la directrice du CDC et qui, depuis 2011, est passée comme par hasard responsable, donc PDG de la branche vaccin de chez Merck. Ouais, comme quoi, on retrouve tous ces gens-là depuis 25 ans que j'analyse, on les retrouve. Le phénomène des portes tournantes, on les retrouve dans toutes les instances. Parce qu'on parle souvent des adjuvants des vaccins. Mais le vaccin en lui-même, il est fabriqué comment? Comment on cultive les virus? Sur quoi on cultive les virus? C'est là qu'est le problème, c'est qu'en fait, les institutions n'ont pas les moyens de contrôler la mise au point par les laboratoires. Les laboratoires ont des protocoles internes. Hein. Alors, si en plus on y met du secret professionnel, du secret de fabrication dedans, etc. Donc, ils ne font pas le poids. Les techniciens, c'est les labos, donc ils sont jugés partis. Donc, aujourd'hui, les labos sortent des produits qu'ils savent dangereux. Hein. Les cas de manque pas la dépakine, par exemple, mais le Vioxx, etc. Ils savent dangereux, mais ils le sortent. C'est pas grave. De toute façon, ils craignent quoi? Une fois que le chiffre d'affaires est lancé, etc., bon, ils vont payer des amendes. Et alors, le business aura été fait. Le problème, il est là. Et ça rejoint un peu les analyses qu'ont fait les Italiens. C'est qu'en fait, ces matières premières ne sont très mal contrôlées. Elles sont achetées souvent en Asie, hein, et elles ne subissent pas les tests de qualité. On retrouve alors les quatre grands vaccins qui sont les vaccins d'obligation italienne, puisqu'en Europe, il y a les deux pays en tête, hein, l'Italie avec 12 vaccins, et puis la révolte de la population qui ont mis 50 000, on en est loin, nous, en France, hein, 50 000 personnes dans la rue, a fait qu'ils ont retiré les deux méningites. Par contre, ils ont la varicelle en plus. Donc, ils ont les abalans comme nous. Ils n'ont pas le Prevnar. Par contre, ils ont la varicelle. Et nous, on a le méningite, la méningite C en sus. Donc, ils ont fait des analyses sur les deux hexavalents, un Forix-Hexa et Priorix-Tetra. Et puis, ils ont analysé le Gardasil 9, puisque nous avons déjà 2 dépôts de projet de loi pour obliger à vacciner avec ce vaccin les filles et les garçons. C'est complètement fou. Alors qu'on démontre que depuis l'introduction du vaccin, les cancers du col dans les pays qui ont fortement vacciné repartent à la hausse. Mais ça, ils n'en tiennent pas compte. Au contraire, ils mentent. Ils disent, ouais, en Australie, on a vacciné à 80%. Mais ils ne disent pas que les cancers sont partis à la hausse. Donc, alors qu'en fait, ce cancer, parce que le papillomavirus, c'est un observateur de l'infection. Il n'est pas dit que ce soit le papillomavirus qui entraîne des cancers qui peuvent avoir des causes variées, et que si toutes les femmes faisaient un frottis de contrôle, etc., ben, on résoudrait le problème. Hein. Actuellement, c'est 800 morts par an, surtout des femmes qui ne seront pas contrôlées par frottis. Hein. Et ça, même la Haute Autorité de Santé l'avait prôné, donc ils ne voulaient pas donner leur accord et tout, mais bon, l'industrie passe outre. Hein, vous savez, aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique nomme les ministres. Hein. On en est un bon exemple. Vous voyez, Nora Benara, elle sortait de chez Sanofi. J'ose pas l'appeler ma consoeur parce que je n'ai aucune estime pour elle, mais Roselyne Bachot, qui fait je ne vais pas être désagréable, mais bon, qui a commandé ses 14 millions de doses de vaccins H1N1, inutile puisque la pandémie avait encore été télévisée par ce fameux modélisateur de l'Imperial Institute, le dénommé Ferguson, qui s'est encore planté là sur les morts, puisqu'on nous prévoyait 500 000 morts en France, 510 000 en Angleterre, 2 millions d'eux aux États-Unis. Donc voilà. Donc des modélisateurs mathématiques. Voilà sur quoi est basée une politique vaccinale. Alors moi, je ne suis pas contre les vaccins. Mais alors, par exemple, il y a des flambées de rougeole. Pourquoi on a retiré le 1er janvier 2018, comme on a institué les 11 vaccins obligatoires, on a retiré le monovalent rougeole. Pourquoi? Moi, je ne suis pas contre la rougeole. Mais quand on sait les magouilles qu'il y a eu pour valider les tests sur les oreillons aux États-Unis, où il y a des campus entiers d'étudiants qui ont été vaccinés à 2, voire à 3 doses, et puis qui ont développé les oreillons. Et aujourd'hui, on n'a plus de vaccin de la rubéole qu'on avait aussi avant, pour, par exemple, prévenir la rubéole
qui est une maladie totalement bénigne, mais qui peut être dangereuse chez la femme enceinte. Hein. Donc, alors, on n'a pas le choix, il faut faire des trivalents. Et en Italie, ce sont même des tétravalents, parce qu'ils ont incorporé la varicelle dedans. Bilan, on a 4 virus vivants dans la même dose de vaccin. C'est complètement dingue. Là, ils n'ont pas osé en France le sortir encore, mais ça viendra sûrement. Suite à la trouvaille de mes amis italiens, Montanari et Gatti, sur les nanoparticules, j'en ai profité, donc c'était le 26 mars 2018, pour déposer auprès de la DGCCRF, puisque elle avait fait parler d'elle à propos des nanoparticules dans les produits dermocosmétiques et dans les produits alimentaires, où, d'après les directives européennes, maintenant, depuis 2016, on doit mentionner les nanomatériaux utilisés dans ces produits, notamment, par exemple, le dioxyde de titane. Bon. Et puis, le 60 millions de consommateurs a déposé aussi une plainte sur 9 fabricants, je crois, 15 fabricants alimentaires, j'ai plus les chiffres en tête. Oui, une plainte avait été déposée juste à la même époque par UFC Que Choisir contre 9 fabricants de produits alimentaires et cosmétiques. Et comme les services de la DCF l'avaient démontré, la présence de 35 nanos dans 40 analyses de produits cosmétiques et 29 nanos dans 74 analyses de produits alimentaires. Alors, j'ai donc déposé déjà une plainte sous forme de 3 plaintes. Une première plainte sur les publicités qui sont dispensées, voilà, les publicités, c'est vaccin de la méningite, vaccin contre le ROR, hein, on trouve ça dans les cabinets médicaux, dans les plannings familiaux, et donc ce sont des leaflets émises par le ministère de la Santé. Là, c'est la coqueluche. La coqueluche, elle n'est jamais seule, hein, elle est toujours ou dans des tétravalents, pentavalents ou hexavalents. Et puis l'hépatite B, et puis les papillomavirus. Alors, j'ai déposé une plainte pour publicité mensongère, puisque tous ces vaccins, et j'ai joint pour tous les vaccins, je crois qu'il y en avait 24 qui correspondent à ces vaccinations, pour publicité mensongère, parce que ce sont des copier-coller, hein, un vaccin sans danger. Pas de réaction secondaire, etc. Alors, je me suis permis pour ces 24 vaccins de leur envoyer quand même des contre-indications, les contre-indications et les maladies qu'elles sont susceptibles d'entraîner au niveau neurologique, au niveau hématologique, au niveau des maladies auto-immunes, au niveau enfin toutes les maladies. Il suffit de prendre le Vidal et de voir le listing, même s'il y en a de cachés. Par exemple, j'ai écrit à Madame Buzyn, qui était directrice générale de la HAS avant de prendre le ministère de la Santé, pour lui dire comment se fait-il qu'un document confidentiel de 1271 pages émis par la pharmacovigilance de Glaxo mentionne des cas d'autisme et des cas de mort subite du nourrisson, et ça c'est un document qui est du 16 décembre 2011, comment se fait-il donc en 2017 que ces cas ne soient pas reportés sur le dossier d'AMM? Bon, je n'ai pas eu de réponse. Hein. Donc les effets secondaires des vaccins, je me suis procuré aussi des réunions, voilà pour le garde d'asile, hein, c'était le garde d'asile, ça, oui, pour le garde d'asile, voilà. Depuis l'introduction du vaccin, les cas, je ne sais pas si on voit bien, on voit bien avec les ventes du vaccin l'augmentation des effets secondaires graves, etc. Et ça, ce sont des réunions. Celle-ci, c'était des réunions à l'agence du médicament, donc c'est parfaitement officiel. Donc pour le garde d'asile arrêté au 30 juin 2018, 742 cas graves. Et on ne mentionne pas les décès, alors qu'il y a des décès. Mais ils se sont arrêtés de comptabiliser après 2 ans de sortie du livre. Il y avait 4 décès, comme en Italie d'ailleurs. Puisque j'ai quelques amis qui travaillent à la direction régionale de Vénétie, j'ai eu pas mal de dossiers relativement confidentiels de ce côté-là. Bon. Et pour le Cervarix, qui est le deuxième vaccin, même chose. On était, alors là, c'était 742 cas graves pour le garde d'asile. Pour le Cervarix, on était à 59 cas graves. Mais c'est normal, le Cervarix, c'est 10-15% du marché en France par rapport au garde d'asile. Et donc, alors, première partie, publicité mensongère. Deuxième partie,
interdiction de faire de la publicité pour les papillomavirus et l'hépatite B. Ça fait l'objet d'un texte de loi en septembre, je ne voudrais pas me tromper d'année, 2015 ou 2016. Donc, deuxième partie de la plainte, hein, que j'ai adressée à la DGCCRF, et troisième partie de la plainte, il y a des nanoparticules dans les vaccins. Je donne tous les links concernant la commission italienne et je m'entretiens avec le directeur général adjoint par 2 fois au téléphone. Donc là, on est en mars 2018. Et il m'a fait entendre au mois de juin que, oui, la loi dit les médicaments. Ben, je dis oui, je m'adresse à la DGCCRF parce qu'un vaccin est un médicament, jusqu'à nouvel ordre. Et donc, vous êtes parfaitement habilité, comme vous pouvez rechercher les nanoparticules dans les produits alimentaires et dans les cosmétiques, vous pouvez le faire aussi pour les vaccins. Alors, il m'avait fait pressentir au mois de mai-juin, ce monsieur Puglia, que probablement le dossier partirait à l'agence du médicament, parce qu'il s'agissait de vaccins. Bon. Il faut savoir qu'au niveau européen, les labos ont réussi à sortir des vaccins des protocoles d'analyse des nanoparticules, qui est une législation tout à fait spécifique depuis maintenant 3 ans et demi. Et donc, je reçois le 14 septembre une lettre de la DGCRF m'indiquant qu'on transmet le dossier à l'agence du médicament, donc à la NSM. On me répond le 12 juin 2019 en disant, en gros, pour faire vite, circuler, il n'y a rien à voir. Que le problème de publicité, ce n'est pas des publicités, c'est parfaitement légal, donc les bras m'en tombent. Hein. Et puis que pour les nanoparticules, eh bien, l'affaire avait été évoquée à propos de ce scandale concernant le vaccin méningitech, ce vaccin méningitech, donc pour la méningite, qui avait été retiré, qui a été totalement retiré du marché en juillet 2015. Là, on avait trouvé de la rouille dedans, etc. Ce vaccin n'est jamais réapparu sur le marché. Bon, il se trouve que ce vaccin, les lots incriminés, mais aussi des lots en dehors, puisque j'ai refait faire une analyse par le Centre national d'essai qui dépend du ministère de l'Industrie, et donc on a retrouvé aussi dans des lots non incriminés de la nanoparticule, et pas n'importe quoi, enfin la triplette des aciers inoxydables, on a trouvé du tungstène, on a trouvé des terres rares, enfin plein de saloperies. Et donc, comme il y a eu 600 plaignants à Clermont-Ferrand pour cette affaire méningitech, avec les effets classiques secondaires des médicaments, il y a eu une enquête menée par la NSM et des analyses qui ont été faites par le professeur Alvarez du centre de Garches, où là aussi j'y ai quelques amis chefs de service. Et donc, ils ont analysé 37 métaux dans 6 vaccins. Et effectivement, ils ont retrouvé des traces de métaux, de l'éthane, mémoire, du tungstène et tungstène et de l'aluminium. Voilà. Mais à des doses non toxiques. Moi, ma plainte, elle porte sur les nanoparticules et non sur des métaux à l'état libre. Qu'a fait le professeur Alvarez, et de reconnaître lui-même dans des écrits internes, il a minéralisé les sauces. Donc, il a fait une première analyse avant minéralisation pour trouver tous ces métaux qu'il recherchait, donc il y en avait 37. Et puis ensuite, il a fait une minéralisation qui consiste à quoi? À traiter la sauce de façon à, s'il y a d'éventuelles nanoparticules, les exploser pour avoir un résultat total de métaux. Et là, je ne discute pas le métaux libre. Mais moi, je parle de nanoparticules. On n'est pas en toxicologie, là. On est dans une nouvelle science qui s'appelle les nanopathologies. D'accord? Et donc, on me répond que c'était… Alors, il se trouve que l'affaire méningitech, je la connais sur le bout des doigts. Je connais l'avocat qui a défendu, plusieurs avocats qui ont défendu cette affaire, qui vient d'être classée sans suite. C'est ahurissant. Et donc, j'ai fait bien sûr une contre-réponse, puisque même les experts de la commission, il y a eu 2 réunions en février et en juin de la même année, donc je connais tout ça sur le bout des doigts. Je fais donc sur 4 pages une contre-plainte en insistant, en disant bien, écoutez, vos arguments ne tiennent pas la route. Monsieur Alvarez a analysé des métaux, moi je vous parle de nanoparticules. Et les nanoparticules sont très toxiques parce qu'elles sont très petites. Alors ça peut provoquer des allergies si elles restent localisées,
mais ça peut aller toucher tous les organes du corps, provoquer des tissus inflammatoires, un stress oxydatif, et ça se termine par des cancers. Hein. Et le pire, c'est quand ça atteint le cerveau, parce que là, on a toutes les maladies neurologiques. Donc, j'ai fait cette contre-lettre, hein, il y en a 3 pages pleines, et donc je les ai totalement coincés dans les réponses. Et il se trouve que justement, ma lettre est du 12 août 2019, je n'ai reçu aucune réponse à cette contre-lettre. Donc, c'est là où j'ai décidé, bon, ben, puisqu'ils ne veulent pas répondre, ils sont dans le déni, ben, je vais écrire un 3e bouquin et on va faire paraître tout ça. Entre-temps, le Corbeil-de-Bois a déposé une plainte à l'Agence européenne du médicament. Ça a été déposé en Autriche, ça a été déposé en Australie, et moi-même, j'avais la mission de la déposer pour la France. Donc, le 7 octobre, je dépose une 3e plainte concernant la composition trouvée par les Italiens. Et donc là, la composition, c'est le Wixon ce qu'on trouve. Hein. Alors, où on ne trouve pas les antigènes, donc comment voulez-vous créer des anticorps si on n'a pas les antigènes correspondants dans le vaccin? On trouve des pesticides. Alors, j'ai toute une liste de pesticides parce que j'ai aussi des examens qui ont été effectués aux États-Unis. Et là, c'est grandiloquent aussi. Voilà la liste. Ça, c'est uniquement pour le glyphosate. Et puis tous les vaccins, voilà, avec toutes les quantités trouvées dans les vaccins sur le glyphosate. Mais il n'y a pas que le glyphosate. Il y a le morphine 4 qui est un herbicide, il y a le cyclométhophène qui est un actaricide, divers antibiotiques qui ne sont pas mentionnés. On trouve des rétrovirus, dont le rétrovirus endogène humain K et le virus de l'anémie infectieuse équine. On trouve quand même 32 séquences, 2 séquences de l'anémie infectieuse, de la leucosavière. Bon, c'est pas nouveau, hein, l'infection par les véhicules, c'est la grande peur d'ailleurs de l'industrie. Hein, et ça, on remonte au vaccin antipolio avec le SV40, le virus simien qui a endommagé des générations d'Américains. On trouve des protéines qui peuvent créer pas mal d'allergies, des protéines humaines, comme la sarcoplasmique calcium binding protéine. Je cite ce vaccin-là parce qu'on m'a répondu en moins de 8 semaines. Le dossier était très épais. Ils m'ont répondu le 11 décembre, donc 7 octobre, 11 décembre, en 2 mois. On m'a répondu encore une fois, circuler, il n'y a rien à voir. Parce que les protocoles utilisés n'étaient pas la méthodologie officielle des États, que ceci, que cela. Alors que les techniques, des techniques de next génération, c'est pour le séquençage génomique, ils ont fait des études chimiques et des études métagénomiques. Donc, ils ont travaillé, ils ont fait comme il y a eu 2 grands laboratoires, ils ont fait des études intercroisées et ils trouvent les mêmes résultats. Et donc, on m'a dit, non, c'est des faux négatifs, des faux positifs, etc. Et tout. Et donc, il y a une étude, et là, où je m'incruste, parce que, et puis en plus, ça n'a pas été fait en France, donc tout ce qui n'est pas fait en France, nous, on est champions du monde, donc ça compte pour du beurre. Ben, il se trouve, donc, renseignements pris auprès de professeurs indépendants de mes connaissances, il fallait publier ces études. Parce que tant que ce n'est pas publié, c'est comme pour l'aluminium avec Louis Loran, le problème, c'est qu'aujourd'hui, toutes les revues scientifiques médicales sont tenues, sont publiées et payées par les laboratoires. Donc, je n'invente rien. Hein, les rédacteurs en chef, que ce soit Angel pour le New England Journal ou que ce soit pour le Lancet, Richard Horton, l'ont écrit et l'ont dit dans diverses interviews. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus se fier à rien. On se fie à quoi? Eh bien, moi, je ne la regarde plus, la télévision française. Hein. C'est comme ça qu'on confirme. Il y a une réunion de la commission menée par Legendre, où M. Vigier, qui est pourtant un biologiste, posait la question, mais est-ce qu'on en sait un peu plus sur l'origine de ce coronavirus? Et donc, M. Bruno Lina, qui est un des conseillers à l'époque de Madame Roselyne Bachelot, qui a fait commander 94 millions de H1N1, de vaccins, il est membre du comité de l'Élysée. Hein, et il répond, ben oui, mais ce virus vient du pangolin et du marché aux poissons de façon, alors que tous les professionnels de santé qui ont un peu étudié la question, on sait que ce virus a été fabriqué en laboratoire. Une émission italienne qui est passée sur TV Leonardo au TGR, hein, Téléjournal et Régional
Leonardo, qui est une filiale de la RAI 3, et qui, le 16 novembre 2015, ont dit que les Chinois ont réussi à intégrer cette protéine, cette fameuse protéine dont on en a parlé un petit peu à la télévision ces derniers temps, protéine S de surface. En fait, c'est une protéine S de coronavirus 14 de chauve-souris. Ils ont intégré cette protéine qui est cette protéine qui est celle qui se fixe dans nos cellules, hein, et ils ont réussi à l'intégrer dans un virus de SRAS. Hein. Le SRAS, c'est le syndrome respiratoire aigu, hein, avec les épidémies numéro 1 qui a fait 750 morts, 57 morts en 2003 en Chine, et puis ensuite l'épidémie qui a eu lieu dans les pays moyen-orientaux, en Arabie Saoudite, etc., avec le MERS. Donc ils ont réussi à intégrer cette protéine pour faire un super virus. Donc après, c'est tout ce que je peux dire. Ils l'ont annoncé par télévision. Donc ça, c'est indiscutable. Alors c'est vrai que les télévisions italiennes sont un petit peu plus démocratiques que les nôtres, puisque les nôtres, elles dépendent de... Hein, tous les médias sont dans les mains de 9 milliardaires, toutes les presses, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de liberté de l'information transparente, elles sont toutes subventionnées par l'État. Et les deux principaux journaux, qui sont Le Monde et Le Figaro, reçoivent 16 millions de subventions annuelles. Et c'est ainsi, on peut faire la chaîne, même le Canard enchaîné, tout le monde est subventionné. Le Parisien, n'en parlons pas, alors que on arrivait à passer quelques-uns. C'est terminé. C'est terminé. Donc aujourd'hui, on a le droit à des médias sous contrôle. Je connais des journalistes, des grands reporters qui n'en peuvent plus parce qu'ils sont cadrés. Les vaccins, on n'en parle pas. Bretelle nationale, comme dirait Jean-François Dehecq, l'ancien président de Sanofi. On ne touche pas. Donc c'est insupportable. Moi, je sais tous les dégâts qu'on peut provoquer, que provoquent les vaccins, qui sont administrés, mais en dépit du bon sens, alors, et puis qui ne donnent pas de résultat. Pour la rougeole, c'est clair. L'exemple de la Mongolie, 3,5 millions d'habitants, est clair. L'OMS a décrété l'éradication de la rougeole en 2014. Fier, 3 ans sans cas de rougeole, etc. 20 ans de couverture vaccinale, 5 vaccinations de masse. Bon, terminé. On ne parle plus de la rougeole en 2014. Pas de bol. 2015, 23 400 cas de rougeole, 8 morts. 2016, 30 300 cas de rougeole, 132 morts. Donc il y a un problème. Des gens, une couverture à 98%, cette couverture qu'on nous ressasse sans cesse à 95%, basée sur rien du tout, hein, sur un quand dira-t-on. Par exemple, à Baltimore, on s'est aperçu dans les années 30 qu'une fois que l'épidémie arrivait à 55%, etc., elle s'arrêtait toute seule. Hein, comme toutes les grandes épidémies d'ailleurs, qui sont liées aussi à l'économie, au niveau de vie des gens, hein, que ce soit la peste qui a détruit 40% des populations, même en Italie, toutes les grandes villes d'Italie en 1600, je ne sais plus quelle année, 32, 40% de morts dans les villes, etc. Il n'y a jamais eu de vaccin. Donc tout ça, eh ben, c'est du business. Et hélas, lorsqu'on comptabilise tous les cancers, notamment les lymphomes, les blastomes qui explosent, les maladies auto-immunes, le diabète insulinodépendant de type 1 chez des enfants de quelques mois, des rhumatismes articulaires chez des enfants de 2 ou 3 ans, on n'a jamais vu ça. Et l'aluminium est le grand fautif. C'est comme cet ADN qu'on a trouvé, cet ADN total qu'on a trouvé dans le vaccin Priorix. Alors je suis heureux d'annoncer que l'analyse du vaccin Priorix, n'en déplaise à l'agence du médicament, eh bien, elle a fait l'objet d'une publication dans une peer review américaine. Et donc, c'est publié dans PubMed depuis un petit mois maintenant. Donc, on ne peut plus dire que la méthodologie, ce n'est pas la bonne. Donc là, cette étude a été publiée. Donc, je suis en train de rédiger la réponse pour l'agence du médicament. On ne va pas pouvoir me dire. Alors, on me répond que cet ADN est éliminé. Alors que l'on prouve, notamment avec des chercheurs américains, que cet ADN vient se fixer sur certains récepteurs. Et on me dit, ah ben non, mais il est éliminé, c'est pas dangereux. Et en fait, comme c'est un ADN dit, c'est un peu technique, hypométhylé, il se fixe comme de l'ADN d'un microbe ou d'une bactérie, d'un virus ou d'un champignon. Donc il n'est pas du tout éliminé, puisqu'on retrouve des anticorps anti-ADN, notamment chez les enfants autistes, mais aussi cancéreux.
on nous ment en nous disant que cet ADN qui provoque des mutations génétiques qu'on retrouve chez 60% des enfants autistes, eh bien, il n'est pas éliminé. Et si les gens, dans la réponse qu'ils m'ont donnée, ou ils mentent, ou alors ils sont incompétents, ils n'y connaissent rien. Il n'y a pas le choix. Donc, comme la directrice générale adjointe à qui je m'adresse, qui est hématologue comme Madame Buzyn, probablement un transfuge de l'équipe Buzyn, elle me répond, elle me donne, alors que nous avons les preuves que ça entraîne des mutations génétiques. J'ai contacté aussi le centre à Montparnasse, présidé par, j'oublie son nom, un nom. Bon, j'ai eu sa secrétaire 2 fois au téléphone, il refuse de me voir, parce que lui aussi a observé 30%, alors que les Américains arrivent à 60% de mutations génétiques. Comment se fait-il qu'un gosse diagnostiqué autiste à 2 ans et demi présente des mutations génétiques qui sont absentes chez les enfants, alors que ce pauvre gamin, il a fait que boire du lait et puis prendre des rafales de vaccins. Donc voilà, donc il faut arrêter, quoi. Un gamin, déjà, il a des anticorps de sa mère jusqu'à 15 mois, ça a été démontré aussi. Jusqu'à 15 mois, il ne faut pas vacciner. Il faut faire un peu gaffe avec la coqueluche les 2 premiers mois, et puis point barre. Mais vacciner un enfant qui a des anticorps, notamment s'il est allaité au sein, c'est un non-sens. D'ailleurs, c'est une prochaine étape que je dois faire, contacter un monsieur qui s'est amusé à faire des prises de sang avant et après vaccin. Et puisque tout est basé sur une relation antigène-anticorps, hein, mais qui ne veut rien dire, puisque quelqu'un qui a des anticorps peut parfaitement développer la maladie et quelqu'un qui n'a pas les anticorps ne l'aura jamais. Mais alors, Serge, comment on fait? Parce que si j'ai bien compris, si il faut des C'est un publications, réel problème. mais les publications, c'est tenu par Nature, compagnie, donc on ne peut pas publier parce qu'ils ne voudront pas. Nature a publié un bon papier, là, puisqu'ils ont publié, Nature a publié là l'étude de Exley et de Clarkson, donc avec des doses qui dépassent 3 microgrammes par gramme de produits secs analysés. Donc, c'est pas rien. Hein. Et donc, ils ont analysé que il y a plus de. Les garçons, par exemple, sont plus atteints parce qu'ils ont plus de quantité d'aluminium au niveau frontal et occipital. Alors que chez les filles, c'est plutôt le lobe temporal et pariétal qui est atteint. Donc, on a plein de signaux d'alarme concernant les effets secondaires de ces vaccins. Même l'Italie, qui m'a été adressé le dernier rapport à peu près total, parce que bien sûr, on ne donne pas tous les renseignements, mais le dernier rapport que j'ai eu dans les mains, qui fait 500 pages, de l'AIFA, de l'Agence italienne du médicament, donnait les vaccins comme deuxième cause d'effet secondaire d'un médicament après les produits anticancéreux, avec quasiment 9000 cas. C'est vrai qu'ils ont eu un nouveau protocole, mais les protocoles s'éliminent en fonction de l'action des lobbies. Quand vous avez un lobby comme Glaxo qui arrive et qui met 1,2 milliard pour monter une usine en Toscane, eh ben, on l'écoute un peu plus facilement. Un type qui était chef de cabinet au ministère Lorenzin en Italie, il sortait de chez Glaxo, etc. Enfin, des relations, on les retrouve les mêmes en France. Hein. Donc, il y a un monde de conflit d'intérêts qui est inacceptable parce qu'aujourd'hui, ce sont les enfants qui en subissent les conséquences. Et c'est insupportable. Dans les années 50, je suis né au début des années 50, le premier vaccin qu'on faisait, c'était le vaccin de la variole, qui a plus tué que protégé entre 40 et puis le retrait du vaccin en 79. Hein, c'était 54 varioles, et puis la différence, 330, c'était des enfants de moins de 5 ans qui avaient été vaccinés. On le faisait à 18 mois. Et ensuite, on attendait 30 mois, on faisait diphtérie tétanos. La polio n'est arrivée en essai qu'à la fin en 59, puisque moi j'ai eu droit à 3 rappels. Hein, et normal, mes parents arrivaient d'Italie, donc il fallait y aller avec les immigrés. Hein. Et puis l'obligation est arrivée en 64. Or, au début des années 60, a commencé la construction en France d'une chose qui n'existait pas, qui était les égouts. Donc, on s'est mis à construire des égouts en veux-tu, en voilà, donc à avoir une hygiène des réseaux d'adduction d'eau, etc. Et donc, c'est ça. Moi, j'habitais à la campagne, on avait la pompe
Et donc, j'ai connu cette époque où il n'y avait pas l'eau courante dans les maisons, où les WC étaient au fond du jardin, et ils étaient vidés à la fourche. Donc, voilà, parce qu'il y avait quoi? Un millier, j'ai analysé tous les chiffres, les statistiques, il y avait un millier de cas de polio en France à l'époque. Et en fait, en 57, on parle de 4000 morts. Ça, c'est dans les sénateurs ont travaillé ce genre de documents mensongers. Et en fait, c'était 4109 cas, je crois, de mémoire, cas, dont 300 morts, c'est vrai, mais pas 4000 morts. Ça fait quand même une nuance. Et pourquoi il y a eu 4000 morts en 57? Personne ne se pose la question. Eh bien, c'est parce que justement, en 56, on a introduit le vaccin Pasteur, Pasteur de Lille. Et on a vacciné avec le vaccin. C'est passé la même chose aux États-Unis. Donc, en fait, toutes les maladies infectieuses, que ce soit la rougeole, il y avait 5000 morts de rougeole en France en 1915. Et puis, lorsque le vaccin est arrivé, c'était 15 cas de décès. Donc, en fait, on fait dire, mais les courbes partent à partir de la production du vaccin. Elles ne partent pas. Alors déjà qu'on manque de données, surtout en France, mais on arrive, pour certaines maladies, on arrive à remonter au début du XXe siècle. C'était le cas de la diphtérie aussi. Et la diphtérie, où ça tombait en flèche. Puis, en 38, pof, on instaure le vaccin. Et voilà, on a un pic à 3000 cas. Pour redescendre encore ensuite. Et donc, on fait porter ça sur les vaccins qui ont été, bon, je ne dis pas qu'ils ont été insignifiants, mais qu'ils ont été très, par rapport aux conditions de vie, très largement minoritaires. Alors, en disant ça, ce sont des données que je disais, je ne suis pas un anti-vax primaire, etc., puisque je n'ai jamais remis en cause, puisque j'ai été formaté par l'université, enfin par l'université, non, à l'université, on apprend un calendrier vaccinal. On prend pas les vaccins. Les vaccins, eh ben, c'est l'information qu'on a, ben, c'est des labos. Hein. Ils sont juges et partis. Et lorsque on doit remettre en cause certaines AMN qui ont été délivrées trop facilement, hein, sans précaution, parce que les plaintes, moi je dépose, je demande. Et puis bon, je ne suis pas un anti pour être anti. Je dis, c'est le libre choix du malade. On ne peut pas soigner les gens contre leur gré. Hein. Il y a une douzaine de textes nationaux et internationaux des droits de l'homme, avec la Convention d'Oviedo, avec la loi Kouchner, etc. On n'a pas imposé un vaccin à la collectivité. Un enfant, que risque un enfant non vacciné à aller à l'école si les autres sont vaccinés? Ou alors la théorie ne fonctionne pas, vous comprenez? Donc, il y a des contradictions qui sont hallucinantes, mais non, surtout, on ne critique pas. Ah non, je regrette. Moi, j'ai prêté serment au sortir de la fac de défendre l'intérêt de la santé publique et j'estime mon devoir d'apporter à l'opinion publique tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris sur les vaccins pendant 7 ans et je veux que, et c'est le devoir des politiques de s'intéresser à la question. Alors, les rares politiques qui s'en sont intéressés, ils en ont pris plein la tête parce qu'il y a tellement d'intérêts économiques en jeu. C'était le même cas pour l'amiante. On a mis 50 ans. On doit tout le temps remettre en cause les protocoles. Rien n'est acquis en méthode médicale. Et là, les vaccins, moi je vois, je suis inondé par les appels téléphoniques. Les gens, le bon sens populaire. Et puis, qui mieux qu'un parent voit évoluer son fils après un vaccin? C'est pas le jeune pédiatre formaté par le système qui peut voir les conséquences alors que le bébé partage, si ce n'est le lit, le berceau, et on voit évoluer les enfants. Quand on a des enfants qui se tapent la tête contre les murs après un vaccin, quand on voit des enfants qui hurlent la nuit sans raison apparente, où on se relaie à plusieurs pour voir mais qu'est-ce qu'il a, etc. Alors c'est dur de faire la codération quand, mais bon, lorsqu'il y a une inflammation cérébrale, comme c'est souvent le cas, le cerveau est touché, donc il pleure parce que le bébé souffre, il a mal à la tête. Lorsqu'on voit les taches de dépigmentation au niveau des injections de vaccins, 950 mg, 945 mg injectés en même temps, hein, l'hexavalent c'est 0,82 mg, et le Prevnar en même temps. Alors que la pharmacovigilance italienne dit que ces deux vaccins sont faits en même temps, c'est 3,7 fois plus de problèmes neurologiques secondaires. C'est la pharmacovigilance italienne qui le dit. Quand il y a la pharmacovigilance japonaise qui dit stop, basta, 3,2% d'effets secondaires graves après le vaccin garde à vue, qui n'est plus recommandé d'ailleurs, hein, etc. Enfin, les alertes sonnent dans tous les sens
Mais non, il ne faut pas toucher au vaccin. C'est insupportable. Insupportable. Je fais tout ce que je peux pour avertir. J'espère, heureusement qu'on a des réseaux, mais il y a une censure colossale. Colossale. C'est inadmissible dans une démocratie. Inadmissible. Tout ça parce que on porte atteinte au numéro 2, au numéro 2 mondial des vaccins qui est Sanofi. Le premier étant Glaxo, ayant racheté le vaccin Fiat. À propos de ce coronavirus, on commence à avoir des bribes d'informations, notamment dans la région lombarde, et ils font des études en rapprochant avec le vaccin, parce qu'ils utilisent toujours l'ancien vaccin Fluad qui avait fait il y a 3-4 ans, au mois de novembre-décembre, 20-25 morts en Italie, des gens en parfaite santé, dont un marathonien de 62 ans, qui est décédé dans les 48 heures après ce vaccin. Et en fait, ils continuent à utiliser le trivalent vaccinal Fluad, qui est toujours sous squalène. Or, ce squalène, on avait fait plusieurs vaccins, dont le Pandemrix, qui a provoqué quelques 3000 cas de narcolepsie. Hein, les gens tombent de sommeil pendant la journée, n'importe comment, n'importe quand, etc. Et 600 cas en France. Eh bien, on s'est aperçu que ce squalène qui est dans le vaccin, parce qu'on a aussi du squalène endogène, lorsqu'il est injecté, il apparaît comme un corps étranger, donc notre système immunitaire va attaquer ce squalène. Mais il attaque aussi le squalène endogène, d'où les maladies, la réaction, la tempête immunitaire qui en suit et qui augmente la tempête immunitaire après contamination par le Covid-19. Et donc, ils ont fait un rapprochement, d'autant plus que dans la région de Bergame, ils ont en même temps, dans le dernier trimestre, fait une vaccination avec le méningite C à cause de 6 cas de méningite. Donc, ils ont vacciné à tapis, comme ils disent, toute cette région-là. Et comme par hasard, par rapport à la Sardaigne, la Sicile, etc., où il y a très peu de contamination, il y a un bluster important de contamination au corona, mais bon, qui va se passer en prenant un minimum de mesures sanitaires. Bon, ce masque qui est une évidence lorsqu'on est en atmosphère confinée, et puis sans avoir plus peur que cela, en ayant un protocole qui est maintenant bien établi, alors qu'on a fait plein de conneries dans les traitements pendant les 2 premiers mois parce qu'on tâtonnait. Donc aujourd'hui, c'est bien établi. Et puis, mais on a quand même interdiction de délivrer Alors, le Conseil d'État vient de rendre un avis pour permettre aux médecins, c'est quand même dingue ça, un médecin qui dispose d'une pharmacopée, qui peut prescrire ce qu'il veut, mais là, non, le plaquenil, c'est uniquement pour les rhumatismes et le lupus. C'est pas pour eux. Donc, c'est une atteinte à la liberté de prescrire du médecin inacceptable. Et donc mais les pharmaciens reçoivent ça au compte-gouttes. Alors que, par exemple, les 1500 pharmacies du Piémont le distribuent gratuitement aux malades traités à domicile. Et là, ça rentre dans l'ordre. Le déconfinement a eu lieu la semaine dernière en Italie, donc avec des précautions d'usage, hein, notamment dans les bars, etc., dans les lieux d'agrément. Hein, et donc, bon, ça va en faire. Alors, tout de suite, la peur, il faut entretenir la peur, parce que les vaccins sont là. Le vaccin Pasteur, il y en a 2 Chinois qui sont prêts, il y en a 2 aux États-Unis, basés sur la rougeole, hein, comme vecteur pour Pasteur, et puis des vaccins à ARN, etc. Enfin, on joue aux apprentis sorciers. Donc là, je ne sais pas si on arrive au bout de l'émission ou pas, mais là, si j'ai un conseil à donner, c'est que les populations prennent conscience. Il y a des apprentis sorciers dans ces laboratoires P4, et aux États-Unis, il y en a 6 de P4, et dans l'un, un professeur Kawaoka a réussi, après 300 mutations génétiques, à faire contaminer des furets par voie aérienne avec du H5N1. Le H5N1, c'est pire qu'Ebola, c'est pire que de tous les virus, c'est le plus contagieux et le plus mortel. Si un virus comme ça s'échappe, comme ça a été le cas pour le SRAS-1 en Chine en 2003, c'est 8 employés du Centre de virologie nationale qui ont sorti ce vaccin parce que les erreurs sont humaines. Dans ce centre du Wisconsin, en 6 ans, il y a eu un excellent article qui est apparu dans Science, 13 erreurs en 6 ans. On n'arrivera que par l'appui populaire. Les gens aujourd'hui sont dans un état de prise de conscience. Les vaccins sont dangereux. Ce ne sont pas, au niveau de l'efficacité, ça reste à démontrer. Au niveau de la sécurité,
Ça n'a jamais été fait. Il faut qu'il fasse une pression auprès des politiques pour arrêter ces manipulations génétiques dans les laboratoires. Là, on pourrait développer le sujet. On pourrait parler du Zika. On pourrait parler, parce que le Zika, il a bon nom, le Zika. On a trouvé un virus Zika dans un fœtus. Vous imaginez. Bon, tout ça a été fabriqué. En fait, la véritable raison du Zika, c'est qu'on a vacciné les femmes enceintes depuis fin novembre. Et j'ai les 22 pages de directives du ministère de la Santé brésilien qui le prouvent. Et comme par hasard, quelques semaines après, explosion des cas de microcéphalie, dont je n'ai pas réussi à avoir le fin mot de l'histoire, parce que j'ai demandé à plusieurs journalistes brésiliens d'aller enquêter, notamment dans les 2 grosses maternités qui ont eu le plus grand nombre de cas, puisque c'est le nord-est du Brésil qui a vacciné en premier, pour aller enquêter si ces femmes qui avaient mis au monde des enfants avaient bien été vaccinées pendant la période de grossesse. J'ai posé la question à un colloque international à Paris avec des microbiologistes, enfin, vous savez, la santé coupée en rondelles, microbio, enfin, chacun dans sa spécialité, mais aucun pour faire une synthèse des observations globales. Hein. Bon, Ebola, aujourd'hui, on a aussi la certitude, j'ai une interview exclusive du président de Sierra Leone qui déclare que le virus Ebola s'est échappé du centre de Kenema en Sierra Leone et qu'il avait été rendu mortel à 70% par manipulation génétique. Donc, tout ça, ce sont des grands scandales qui sont cachés à l'opinion publique. Ce qui se passe en Afrique est odieux. L'Afrique est en train de se réveiller aussi, notamment plusieurs présidents africains qui disent « nous ne sommes pas des cobayes hein, », avec ces ONG qui ont trouvé de l'hormone gonadocorionique HCG dans les vaccins antitétaniques. Ça veut dire qu'on a stérilisé des femmes en âge de procréer sous prétexte de limitation des naissances. Et ça, on retrouve le même phénomène dans des pays d'Amérique centrale, en Afrique, et aussi aux Philippines, etc. Donc, on veut régenter, c'est du totalitarisme. Donc, il faut qu'on arrête, il faut que M. Bill Gates, là, j'espère que cette commission d'enquête qui a été demandée aux États-Unis va aboutir. Il faut arrêter le Gavi, il faut arrêter l'OMS qui ne vit que par des fonds privés. Il faut arrêter tout ça, il faut réorchestrer tout ça. J'espère qu'il y aura des hommes politiques courageux pour s'intéresser à la question, parce qu'il y va de la survie et de l'état de santé de la population. Serge, on arrive au bout de cette émission. C'était passionnant, parce que bon, après, quand tu es passionné, quand tu sais comme ça, c'est vrai qu'on est scandalisé. Parce que je vais mettre les liens sur l'association Corelva, parce qu'elle traduit quand même pas mal de choses. Il y a beaucoup de liens, mais là, on fait plus, parce que maintenant, on va interpeller les grands de ce monde. Trump n'a pas les coudées franches, hein, alors qu'il est bien secondé. Moi, je suis en contact avec Robert Kennedy, je suis en contact avec Wakefield, on a vilipendé, etc., alors que c'est un homme, un professionnel de santé digne de ce nom. On lui a brisé la vie, hein, un professionnel, on a raconté tout et n'importe quoi. Et donc, on se voit 2 fois par an, il est à l'origine de ce vaccin Vaxed, ce qui permet au lobby de le vilipender. Bon, aujourd'hui, il y a quand même Kennedy qui a fait une excellente prestation là, qui tourne là, sur Twitter. Bon, il y a, parce qu'il y a la guerre des grands blocs, hein, Russie, Chine, États-Unis, etc. Il y a le phénomène des populistes. Moi, je regrette, mais les populistes, ils défendent l'intérêt de leur nation et puis l'intérêt de leur population. Alors, s'il faut en passer par là pour essayer de retrouver une certaine démocratie, notamment sanitaire, eh bien, je dis pourquoi pas. Mais on ne peut plus se laisser faire, se laisser intoxiquer par voie alimentaire ou par voie vaccinale. C'est pas possible. Il faut que les gens réagissent. Aujourd'hui, se faire vacciner avec des polyvaccins, c'est jouer à la roulette russe. Tout à fait ça. Hein. De toute façon, on sera vigilant. Et puis, Serge, vous venez quand vous voulez sur Massage. Écoute, j'espère qu'on a été un petit peu, un peu confus comme d'habitude, parce que j'ai tellement d'éléments à livrer. Je tape tout azimut. C'est pour ça que les journalistes me disent toujours, M. Allaire, répondez à ma question. 1, 2, 3 idées. Voilà, c'est le reproche qu'on me fait toujours. Mais je suis tellement passionné par le sujet que je connais bien aujourd'hui, pas comme ces professeurs de bureau hein, qui n'ont aucune expérience du terrain, etc., et qui font des fausses concertations citoyennes hein, qui aboutissent à une obligation vaccinale. Passer de 3 vaccins à 11 vaccins, mais ils sont barjots. Ils sont barjots. On sent la passion, on sent que vous maîtrisez, et donc je pense que de toute façon, c'est normal qu'ils ne veulent pas discuter avec vous parce qu'ils sont atomisés.
Ben, ils ont peur, ils ont peur. Les quelques émissions que j'ai fait sur des canaux, que ce soit France 24, CNews, il a arrêté l'émission à 35 minutes, alors que ça devait durer 1 heure. Et j'étais en train de livrer des compositions parce que, je veux dire, lorsqu'on trouve des herbicides dans les vaccins, lorsqu'on trouve de l'ADN fœtal toxique, puisqu'il y a des anticorps, on retrouve les anticorps, donc on ne peut pas me dire que ça s'élimine. Et les autorités referment ça joyeusement en disant circuler, il n'y a rien à voir. Donc, alors que je suis un professionnel de santé, je suis un spécialiste du médicament, on ne m'a jamais invité une seule fois pour discuter du problème. Ça ne coûte rien. Hein, moi, j'habite Porte-d'Auteuil et la HAS, la NSM, elle est à Porte-de-la-Chapelle. Donc, on est voisins. Bon, on aura tous compris pourquoi. Donc, à bientôt, Serge, sur ma chaîne. Ok, Sylvain, donc quand tu veux, à bientôt.